Aujourd'hui, on va s'intéresser à Maime, ou la danseuse. C'est une histoire qui nous vient du Japon du 19e siècle, et attention, c'est un récit à la fois magnifique et vraiment cruel. Ça nous plonge au cœur d'un dilemme terrible, le devoir envers la nation d'un côté, et de l'autre, ce que nous dicte notre cœur. Alors écoutez bien ça. Ces mots, ce sont ceux du personnage principal de notre histoire. Il parle de l'homme qui a sauvé sa carrière, rien que ça. Et pourtant, il le déteste. Ça pose tout de suite une question, non? Comment est-ce qu'on peut en arriver à haïr celui qui nous a tendu la main? Eh bien, ce paradoxe, c'est vraiment le cœur du réacteur de cette histoire tragique. Et tout commence avec une promesse. Une promesse faite sur un bateau qui vogue vers le Japon. On embarque donc sur ce bateau et on rencontre notre protagoniste, Toyotaro Ota. Sur le papier, c'est un homme qui a tout réussi. Une élite du gouvernement, un avenir tout tracé. Mais là, sur ce navire, il n'est pas en train de célébrer son succès. Non, il écrit ses mémoires. Et on sent tout de suite qu'il est hanté par un fantôme de son passé à Berlin. Un passé qui, visiblement, ne le lâche pas. En fait, toute l'histoire est construite comme un immense flashback. C'est une confession, en quelque sorte. Il nous raconte comment il a sacrifié la femme qu'il aimait pour sa carrière. Ce regret, c'est le cadre de tout le récit, et ça nous oblige à nous demander « mais qu'est-ce qui a bien pu le pousser à faire un choix aussi terrible ?» Et là, c'est super important de faire un petit arrêt sur image sur le contexte. Pour vraiment saisir le dilemme de Toyotaro, il faut comprendre le monde dans lequel il évolue. Et là, on a un choc des mondes. C'est saisissant. D'un côté, le Japon de l'ère Meiji, avec une mission quasi sacrée, rattraper et dépasser l'Occident. La loyauté à la nation, à la famille, c'est tout ce qui compte. Partir étudier à l'étranger, c'est une mission d'État. L'échec est tout simplement inenvisageable. Et de l'autre côté, on a le Berlin du 19e siècle. Le cœur de l'Europe, une ville qui bouillonne de liberté individuelle, où les émotions, les passions ont droit de cité. Toyotaro, c'est ce produit pur de la mission japonaise, cette super élite qui se retrouve parachutée dans un monde qui célèbre tout ce qu'on lui a appris à réprimer. Et ce qui rend cette histoire si puissante, si vraie, c'est qu'elle est presque autobiographique. L'auteur, Mori Ogai, n'était pas n'importe qui. C'était à la fois un chirurgien militaire de très haut rang et un écrivain d'avant-garde. Il a vécu en Allemagne. Il a connu ce tiraillement entre le devoir et ses propres aspirations. Cette tension, il ne l'a pas inventée, il l'a ressentie dans sa chair. Bon, revenons à notre histoire. On est donc à Berlin, une ville de liberté, mais avec une certaine mélancolie. Et c'est là, au milieu de cette atmosphère si particulière, que notre bureaucrate modèle, tout dévoué à sa mission, va faire une rencontre. Une rencontre qui va absolument tout changer. C'est une véritable métamorphose. Quand il arrive, Toyotaro, c'est un peu une machine. Un prodige qui étudie le droit, qui réprime tout. Et puis il y a l'éveil, la rencontre. Il croise le chemin d'Élise, une jeune danseuse, pauvre, qu'il trouve en larmes dans la rue. Il décide de l'aider et il découvre l'amour. Vient alors le choix. À cause de cette relation, il est renvoyé de son poste. Et là, pour la toute première fois de sa vie, il fait un choix qui n'est pas dicté par sa mission, mais par son cœur. Il choisit de rester avec Élise, même dans la pauvreté. La machine devient un homme. Et pendant un temps, c'est le bonheur. Un bonheur simple, modeste. Ils sont pauvres, mais ils sont ensemble. Élise tombe même enceinte. Mais voilà, ce bonheur est comme une petite flamme dans le vent. Parce que le monde qu'il a tenté de fuir, le monde du devoir et de la mission, est sur le point de frapper à sa porte. Et on arrive au moment charnière, le point de rupture. Le système qu'il a quitté revient en force et il prend le visage de son ami, Aizawa. Cet ami qui va lui proposer un marché absolument terrible. Le marché est cruel, mais d'une logique implacable. Première étape, l'offre. Aizawa, qui est devenu secrétaire d'un ministre, lui dit en gros « Je peux tout arranger. Je peux te remettre sur les rails de ta carrière d'élite. » Deuxième étape, la condition bien sûr. Tu dois abandonner Élise, qui attend ton enfant, et rentrer au Japon. Et la troisième étape, la promesse. Toyotaro, complètement dépassé, indécis, finit par accepter, verbalement. Il faut bien comprendre qu'Aizawa n'est pas juste un méchant de film, non, il est la voix du système. Il lui offre une porte de sortie, un retour vers la cage dorée. Mais le prix à payer est inhumain. Sauf que Toyotaro est incapable d'annoncer la nouvelle à Élise. La pression est trop forte, la culpabilité le ronge. Il s'effondre, terrassé par une fièvre délirante. Et pendant qu'il est là, inconscient, Aizawa, lui, va gérer la situation, avec une efficacité froide et brutale.
Le réveil de Toyotaro est un cauchemar absolu. Il se réveille pour découvrir qu'Élise, sous le choc de la nouvelle qu'Aizawa lui a sans doute livrée sans ménagement, a perdu la raison. Elle a sombré dans la folie. Elle ne le reconnaît même plus. Et c'est là que tout le poids de la tragédie nous tombe dessus. Ce n'est pas un acte de méchanceté de sa part, mais son indécision, sa passivité, qui a littéralement détruit la femme qu'il aimait. Alors oui, il rentre au Japon. Il retrouve sa carrière, son statut. Fin de l'histoire? Pas du tout. Car si on parle encore de Maïmé plus d'un siècle après, ce n'est pas juste pour cette triste histoire d'amour. C'est pour ce qu'elle nous dit. Pourquoi est-ce que Maïmé est un chef-d'œuvre qui traverse le temps? D'abord, à cause de son personnage. C'est un anti-héros faible, douloureusement réaliste. Ce n'est pas un monstre, c'est juste quelqu'un de bon, mais d'indécis. Et ça nous parle. Ensuite, c'est l'un des tout premiers grands romans japonais à explorer ce choc frontal entre la loyauté au groupe et l'affirmation de soi. C'est aussi un symbole du coup de la modernisation, ce progrès qui parfois exige qu'on sacrifie ce qui fait de nous des humains. Et enfin, il y a le style. Une prose magnifique qui transforme une histoire personnelle en une tragédie universelle. Et ça nous amène au message central, ce que l'on pourrait appeler le péché de la passivité. Le vrai drame de Toyotaro, ce n'est pas d'avoir fait un mauvais choix, c'est de ne pas en avoir fait du tout. Il s'est laissé porter par le courant, il a évité le moment de vérité jusqu'à ce que la vague l'emporte et détruise tout sur son passage. Ne pas agir, c'est déjà une action en soi. Et parfois, c'est la pire de toutes. L'avertissement que nous laisse cette histoire est finalement d'une simplicité désarmante, mais d'une puissance incroyable. Ne confiez jamais le volant de votre vie à quelqu'un d'autre. C'est ce que nous murmure cette histoire. Elle nous invite à réfléchir au prix de nos propres hésitations, de nos propres silences. Et elle nous rappelle l'importance d'écouter toujours sa propre voix.